2. Le Morholt d'Irlande. À son retour, Tristan trouva Marc et ses barons très tourmentés. Le roi d'Irlande menaçait de ravager la Cornouaille si Marc s'obstinait à refuser de payer le tribut jadis versé par ses ancêtres. Selon d'anciens traités, la Cornouaille devait en effet verser à l'Irlande, la première année, 300 livres de cuivre, la seconde 300 livres d'argent et la troisième 100 livres d'or. Pour la quatrième année, les Irlandais emportaient 300 garçons et 300 jeunes filles. Cette année-là, le roi avait envoyé à Tintingel un impressionnant messager. C'était un chevalier géant nommé le Morholt. Personne n'avait encore réussi à le vaincre au combat. Il dit au roi: « Roi Marc, je te le dis pour la dernière fois, le roi d'Irlande, mon seigneur, te réclame le tribut que tu lui dois, et parce que tu l'as trop fait attendre, il te fait demander de me livrer en ce jour 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles de 15 ans. Ma nef les emportera pour qu'ils deviennent nos serfs. Mais si l'un de tes barons veut se mesurer à moi pour prouver que le roi d'Irlande lève injustement ce tribut, j'accepterai son gage. » Il regarda les barons autour de lui et poursuivit: « Alors, lequel d'entre vous, seigneur, veut combattre pour la liberté de son pays ?» Les barons se regardaient du coin de l'œil, la tête baissée. Ils auraient aimé le combattre pour sauver leurs enfants. La puissance du Morholt ne leur laissait aucun espoir, fussent-ils 4 à le combattre à la fois. Le Morholt reprit: « Lequel d'entre vous veut se battre? Je lui offre pourtant là une belle occasion de se distinguer, car à 3 jours d'ici, nous pouvons rejoindre l'île Saint-Samson au large de Tintingel. Là, nous pourrons combattre, seul à seul. » Les barons se taisaient toujours. Le Morholt finit par dire: « Eh bien, puisqu'il en est ainsi, tirez au sort les enfants que j'emporterai. Mais j'étais loin de penser qu'il n'y avait que des femmelettes dans ce pays. » À ces mots, Tristan dit au roi: « Seigneur, roi, veuillez m'accorder le privilège de le combattre. » Le roi Marc voulut l'en dissuader, mais en vain. Tristan donna son gage au Morholt, qu'elle l'accepta. Au jour dit, Tristan se fit armer pour la grande aventure. Il revêtit le haubert et le aume. Quand les cloches sonnèrent, tous, du plus riche au plus pauvre, l'escortèrent jusqu'au rivage. Tristan monta seul dans la barque et cingla vers l'île Saint-Samson. Le Morholt, qui avait tendu une voile de riche pourpre à son mât, arriva le premier sur l'île. Il attachait sa barque au rivage quand Tristan, touchant terre à son tour, repoussa du pied la sienne vers la mer. « Vassal, que fais-tu » dit le Morholt. « Pourquoi n'as-tu pas attaché comme moi ta barque ?»« Vassal, à quoi bon ?» répondit Tristan. « Un seul d'entre nous reviendra vivant de cette île. » Sur ces mots, ils s'insultèrent et s'enfoncèrent dans l'île avant de se livrer combat. Personne n'assista au rude combat, mais 3 fois de suite on crut entendre un cri furieux. Les femmes se lamentaient tandis que les compagnons du Morholt, regroupés devant leur tente, riaient aux éclats. Enfin, on distingua à l'horizon une voile de pourpre. Des cris de détresse retentirent. « Le Morholt! Le Morholt !» Alors que la barque se rapprochait du rivage, soudain, au sommet d'une vague, surgit un chevalier qui se dressait à la proue, une épée brandie dans chaque main. C'était Tristan. Le preux chevalier s'élança sur la grève et cria aux compagnons du Morholt: « Seigneur d'Irlande, le Morholt s'est bien battu. Regardez, mon épée est abîmée. Un fragment de la lame est resté dans son crâne. Emportez ce morceau d'acier, seigneur, c'est l'unique tribut que vous obtiendrez de la Cornouaille. » Il rejoignit Tintingel au milieu d'une foule en liesse. Mais quand il arriva au château, il s'effondra dans les bras du roi. Le sang coulait abondamment de ses blessures. Les compagnons du Morholt abordèrent en Irlande, le cœur lourd. Naguère, quand le Morholt rentrait au pays de Vincefort, il était heureux de retrouver les siens, la reine sa sœur et sa nièce, Isola blonde aux cheveux d'or. Elle le soignait s'il avait quelques blessures, car elle connaissait parfaitement les baumes et les breuvages qui raniment les mourants. Mais désormais le Morholt était mort.
Son corps était conservé dans un cuir de cerf. Isola Blonde retira du crâne le fragment d'épée. Elle le mit dans un coffret d'ivoire. Courbées sur le grand cadavre, la mère et la fille se lamentaient et faisaient l'éloge du défunt, tout en maudissant le meurtrier. Atteint d'un gel, Tristan souffrait le martyre. Il avait été empoisonné par les pieux du Morholt. Les médecins ne pouvaient rien faire. Une odeur si pestilentielle s'exhalait de ses plaies que tous ses amis l'avaient fui, sauf le roi Marc, Dinas de Lidan et Governal. On isola Tristan dans une cabane construite à l'écart sur le rivage. Il attendait la mort car il souffrait terriblement. En dernier lieu, il désira rejoindre la mer. Marc consentit à son désir et le porta sur une barque sans rame ni voile. C'est Governal qui poussa au large la barque où gisait son cher Tristan, et la mer l'emporta. Il fut porté 7 jours et 7 nuits. Enfin, la mer l'approcha d'un rivage. Des pêcheurs l'aperçurent, ils le recueillirent et retournèrent au port pour le remettre aux bons soins de leur dame. Ce port était Vesfort, où gisait le Morholt. Leur dame était Isola Blonde. Elle seule, qui s'y connaissait en matière de filtre, pouvait sauver Tristan. Quand ce dernier fut ranimé par son art, il comprit qu'il était en terre hostile et fut contraint de mentir. Il raconta qu'il était jongleur et qu'il naviguait vers l'Espagne quand les pirates avaient assailli la nef sur laquelle il avait embarqué. Blessé, il s'était enfui sur cette barque. Tout le monde le crut, et aucun des compagnons du Morholt ne le reconnut, car le poisson l'avait terriblement défiguré. Mais au bout de 40 jours, comme il guérissait et qu'il retrouvait ses traits, il comprit qu'il fallait fuir, et il s'échappa pour reparaître à la cour du roi Marc.